visiteur qui vient dans ce lieu fera avant tout une expérience émotionnelle. En tout cas, c'est ce qu'on a voulu aussi rechercher. Après ces séquences d'images d'horreur que l'on a vues depuis plus d'1 an et demi, de destruction, qui ne sont pas finies, c'était aussi reprendre notre rôle de professionnel sur le patrimoine, sur la conservation du patrimoine et sur la valorisation du patrimoine. C'était remettre au cœur, je dirais, de ce jeu d'images médiatiques, des images peut-être plus positives. Dans cette exposition, nous n'avons évoqué que 4 sites. Alors évidemment, il y en a beaucoup plus que 4 qui sont ou en danger, ou en partie détruits, ou détruits totalement. Mais ce sont des sites symboliques. Pourquoi la mosquée des Omeyyades et pourquoi le krach des Chevaliers? Chaque site présent dans cette exposition, il n'y en a que 4, sont d'une certaine manière les ambassadeurs d'autres sites menacés et d'autres réalités patrimoniales. Pourquoi? Parce que je pense que nous avons été nombreux à être choqués par ces images emblématiques, voulues d'ailleurs probablement par les djihadistes comme moyen de communication de leur manière de faire, je dirais. Et donc, comme ça s'est vraiment amplifié au fur et à mesure en 2003, puis en 2014, 2015, où vraiment il y a eu ces chocs énormes de destruction des différents temples de Palmyre, et en plus l'assassinat de leur gardien, si je puis dire, Khaled El-Assad. Je crois qu'on a tous été très choqués par ces images, et donc on ne pouvait pas se permettre de laisser faire ça sans en informer le grand public, parce que le grand public voit des choses au passage, ne comprend pas toujours où se situent les sites, quel est le contexte de création de ces sites. Donc on se devait d'avoir une information auprès du grand public, et en plus une information gratuite, puisque vous savez que l'exposition a une entrée gratuite pendant le très court temps de présentation au public. Et ça pour nous c'était extrêmement important, de montrer combien le patrimoine, même s'il était très loin, nous concernait vraiment quotidiennement. Si on regarde un peu la presse qui s'est portée sur l'émotion de ces destructions, on se rend compte, et c'est normal, ça fait partie de l'imaginaire aussi de notre culture européenne, qu'on a le sentiment parfois indirect que c'est l'islam qui détruit de manière intolérante les civilisations anciennes pré-islamiques. Et la présence ici de 2 sites emblématiques, d'abord la grande mosquée des Omeyyades de Damas, et puis le grand château fort qu'on appelle le krach des Chevaliers, qui symbolise les croisades, au cœur de l'exposition. C'est une manière aussi de rééquilibrer cette vérité, et que le patrimoine d'époque islamique est autant menacé et autant touché par ces destructions. Palmyre est vous savez, on l'appelle la perle du désert, hein, est une oasis qui était entre l'Orient et l'Occident, et donc qui a les caractéristiques de ces croisements de civilisations. Donc aussi bien dans l'architecture, puisqu'on a un petit théâtre qu'on a vu à la télévision, et ce petit théâtre, la conception, elle est occidentale, elle n'est pas du tout orientale. Et par contre, à Palmyre, il y avait énormément de divinités différentes, dont la principale qui était Bel, probablement venue de Babylone. Et c'est pour ça qu'on a été tous complètement stupéfaits de voir qu'effectivement ce temple de Bel a été totalement détruit, puisque les djihadistes ont mis une poudre suffisamment en grande quantité pour arriver à faire exploser complètement le lieu. Autre lieu qui est aussi assez important, qui est le temple de Baal Shamin, et qui lui, étant tout petit, quand on bourre un temple tout petit de multitudes de barriques de poudre, et bien là il ne reste plus que de la poussière.
Par contre, ils ont aussi détruit l'arc de triomphe de Palmyre. Et là, l'arc de triomphe, comme c'est plus compliqué à faire sauter, toutes les grosses pierres qui constituaient l'arc de triomphe sont tombées aux alentours de l'arc de triomphe. Pour Palmyre, c'est vrai que bien sûr que j'ai les souvenirs, comme de nombreux de mes collègues, de l'archéologue qui, le pauvre, a été assassiné. C'est quelqu'un, quand on fréquentait Palmyre, on était forcément invité chez lui à la maison. Donc pour moi, je dirais que ça a d'abord été une douleur humaine. Je dois dire beaucoup plus que la douleur, on va dire, archéologique, parce que pour qui a visité Palmyre, Palmyre était déjà une ville en ruine. Bien sûr que c'est dramatique que le temple de Bel ait été explosé, que l'arc de triomphe ait été explosé, mais il ne faut pas oublier que ces bâtiments avaient déjà été en ruine et qu'ils ont été remontés. Donc je dirais que ils ont déjà subi des destructions, et peut-être qu'on peut imaginer que je suis trop optimiste, mais quand on voit les images de la destruction actuelle, à supposer qu'elle ne continue pas avec le retour de Daesh, on se dit que les blocs sont là pour les remonter. Donc je me dis que Palmyre, pour l'instant, est un peu plus en ruine qu'avant, mais le côté bluffant quand on arrivait à Palmyre, c'était quand même cette énorme étendue au lever du soleil à 5 heures ou au coucher du soleil quand on monte sur la forteresse médiévale qui domine la ville antique. Ces impressions, j'ai le sentiment, dans les images récentes qui ont été tournées, qu'on continuera à les avoir. Il y a une chose qu'on n'a pas très souvent évoquée dans la problématique des destructions de Palmyre, c'est aussi ce qu'on appelle la vallée des tombeaux, puisqu'en fait, vers l'extérieur de la cité de Palmyre, il y a une vallée de tombeaux assez particulière, puisque ce sont de grandes tours funéraires dans lesquelles on mettait les sarcophages et devant lesquels des reliefs étaient sculptés au nom du propriétaire, enfin du défunt, et c'est ce que nous voyons derrière moi. Sur le relief, on voit très bien ce mélange des cultures aussi, aussi bien dans les vêtements que dans la manière de célébrer ce banquet funéraire, qui était vraiment un mélange entre l'Orient et l'Occident. La mosquée des Omeyyades de Damas n'est pas, je dirais, n'a pas subi, contrairement à Palmyre par exemple, de grandes destructions récentes. Elle a tout de même, en 2013-2014, au début de la guerre civile en Syrie, subi les contre-coups de quelques combats dans la ville de Damas, et donc elle a aussi eu récemment des restaurations. Mais ce qu'on a voulu en fait illustrer avec la présence de la mosquée de Damas, c'est d'une part remettre aussi pour le visiteur en lumière que la question de la destruction du patrimoine est une longue histoire. Et si on a, je dirais, la malchance de connaître en ce moment de notre vivant une période horrible de destruction, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a jamais eu avant. Et l'histoire de la mosquée de Damas est une belle illustration, puisque cette mosquée a été construite au 8e siècle et a subi, je dirais d'une certaine manière, toutes les vicissitudes de l'histoire au Proche-Orient. Et si on veut par exemple penser aux grandes périodes de destruction, on peut déjà se remémorer le grand épisode et le grand bouleversement qu'a constitué l'arrivée des Mongols et de Gengis Khan en Méditerranée orientale au XIIIe siècle. Quand on lit les documents de l'époque, les témoignages, je dirais que ce qui se passe aujourd'hui, c'est rien par rapport au ravage je dirais à la volonté de Gengis Khan à l'époque de tout détruire et donc de mettre le feu à peu près à tout. Cette mosquée, elle a connu ces vicissitudes jusqu'à des incendies ravageurs. Le dernier grand incendie historique date de 1893 et pourtant aujourd'hui
bon, on ne peut pas y aller là en ce moment, mais on peut potentiellement aller à Damas. Quand on y va, on voit, et les images de l'exposition le montrent, une mosquée qui ressemble encore à ce qu'elle a été au début, au 8e siècle. Elle illustre cette longue histoire de la destruction, de la conservation et de la restauration du patrimoine. Et puis, je dirais que de manière peut-être plus triste aussi, on voit tous les images horribles d'Alep. Alep a été la grande ville historique sur l'époque islamique, sur le patrimoine islamique du Proche-Orient. On verra ce qu'il en est quand on pourra y retourner, mais malheureusement, je crains qu'il ne reste plus grand-chose, et notamment la grande mosquée des Omeyyades d'Alep, à mon avis, est en grande partie détruite. Donc la mosquée des Omeyyades reste aujourd'hui, peut-être avec le dôme du Rocher de Jérusalem, la plus ancienne mosquée du monde islamique. Pour celui qui visite cette cour de la mosquée de Damas, je crois qu'on est enchanté par la couleur et les reflets d'or, puisque ces tesselles, ces fragments de mosaïque étaient faits de verre coloré dans des couleurs qu'on peut découvrir ici, absolument admirables, de palettes qui vont du jaune au vert en passant par un bleu turquoise, mais aussi de tesselles en or. Et je crois que ce fragment, qui est très bien mis en valeur aussi dans les images qui parlent de la mosquée, montre la réalité de ces matériaux précieux. On a associé ça à ce qu'on appelle un relevé grandeur nature d'une des mosaïques de la cour centrale, qui fait 3,50 m de haut sur 3,50 m de large. Ce sont à la fois des œuvres d'art et des documents historiques qu'on ne montre jamais parce que trop fragiles à la lumière. Ce sont des pastels qu'ont réalisé les peintres de l'école de Damas en 1928 au moment de la redécouverte de ces mosaïques qui étaient protégées par des badigeons et qui avaient donc disparu de l'œil du visiteur pendant des décennies. Tout le monde pensait que ces mosaïques n'existaient plus, qu'elles avaient été détruites, et c'est un Français, Eustache de Lauré, en 1928 qui se lance dans l'entreprise d'essayer d'enlever le badigeon et qui redécouvre ces mosaïques. Et donc c'est là où il commande au peintre de Damas cette reproduction grandeur nature, et on a la chance au Louvre de conserver l'ensemble de ces relevés, une quinzaine, qui, à l'époque, dans les années 30, ont fait le tour du monde, puisque c'était l'événement que de redécouvrir ces mosaïques. Et on a donc très exceptionnellement présenté un de ces relevés ici, qui révèle aussi l'imagination de ces artistes omeyyades du 8e siècle à représenter des villes imaginaires. Ces taureaux de Khorsabad correspondent tout à fait, c'est exactement la même époque que les taureaux de Nimroud. Vous savez qu'on a vu détruit au début de l'année 2015, qui a provoqué d'ailleurs la réaction de notre président de la République, qui a voulu s'engager énormément sur la sauvegarde du patrimoine, qui nous a donné, je dirais, ce coup de pouce politique, parce qu'effectivement, il faut un engagement des États pour arriver à aider à la sauvegarde du patrimoine. Donc voilà, c'est pour ça que c'était important de montrer aux gens ce qu'était un site néo-assyrien. Donc là, on est au 8e siècle avant Jésus-Christ. C'est un site qui est construit en briques crues. Donc les destructions, elles ne sont pas uniquement le fait de l'homme, c'est aussi le fait de la nature, parce qu'un site, une ville construite en briques, eh bien, elle finit par s'effondrer au fur et à mesure des pluies. Donc en fait, les sites archéologiques en Irak sont très souvent des petits monticules de terre qui sont le lieu où des grandes villes s'épanouissaient. En 1842-43, quand Paul-Émile Botta fouille, il découvre et fait découvrir au monde entier une civilisation inconnue, la civilisation assyrienne. Et ça a été un tel point
de découverte gigantesque pour l'ensemble du monde, qu'on a eu l'autorisation d'apporter jusqu'à Paris des reliefs pour créer en 1847 le premier musée assyrien au monde. Donc c'est pour ça qu'effectivement, par rapport à la recherche scientifique, la France est importante dans cet espace, puisqu'en fait on fait partie des premiers chercheurs sur le monde proche-oriental. Et donc au fur et à mesure, on a continué à travailler au Proche-Orient. Beaucoup de nos ancêtres ont travaillé aussi sur les écritures, puisque au Proche-Orient, il y a énormément d'écritures, des écritures idéogrammatiques, des écritures cunéiformes avec des langues idéogrammatiques ou des langues alphabétiques. Donc voilà, on a contribué à la découverte de toutes ces civilisations. Et donc pour nous, c'était effectivement important de travailler sur ce site. Que ce soit les chrétiens latins ou les arabes ont construit des châteaux forts, puisque c'était, je dirais, le grand outil stratégique militaire qui permettait d'organiser les combats à partir de ces points stratégiques. Donc le Krag des Chevaliers fait partie de ces châteaux forts. C'est le plus grand de l'époque, construit par les chrétiens latins. Et c'est aussi une image que l'on voulait apporter dans cette exposition, montrer, je dirais, la réalité de ce patrimoine islamique. Mais quand on dit patrimoine islamique, c'est un patrimoine significatif de l'époque islamique, mais qui a pu être construit ou appartenir à des chrétiens. Et c'est le cas de ce château. Donc, ce château est construit par ces croisés venus d'Europe. Il a été le lieu de grandes batailles, de grands sièges aussi. Il n'a jamais été conquis jusqu'au départ des croisés, où là, il est récupéré par la grande dynastie régnante à partir du XIVe siècle dans cette région du monde, qui est la dynastie Mamelouk. Et c'est intéressant de voir, c'est une première période de transformation du château, parce que ce château qui appartenait à la chrétienté latine en Orient était bien sûr pourvu d'une église. Les Mamelouks qui arrivent au XIVe siècle le transforment non plus dans un château fort, puisqu'il n'y avait plus de raison de combattre l'ennemi qui était parti, mais dans un château d'habitation princière, y installant notamment des hammams selon la culture déjà en vogue à l'époque dans le monde arabe. Et donc il y a, quand on visite le château, on voit très clairement cette transformation du monument dès cette époque-là. Et puis le destin de tous ces monuments isolés, je dirais dans la montagne ou ailleurs, ils sont forcément abandonnés aussi. Les Ottomans, dans leur organisation, développeront plutôt les villes et n'auront pas cette envie d'un château de loisirs, on pourrait dire, loin des villes. Donc il sera plutôt abandonné. Et puis il sera à nouveau un centre d'intérêt dans une époque récente, au début du XXe siècle, sous le mandat français. Les Français rachèteront ce château qui était en vente et ils le laisseront, je dirais, tel quel, en ruine, parce que c'est l'époque où l'on aime ce patrimoine en ruine. C'est une pièce d'orfèvrerie présentée quasiment en tant que telle ici dans cette vitrine et qui sont ces grands bassins en métal incrusté, donc en bronze, mais aussi avec des alliages de cuivre, d'argent et qui sont des sortes de bandes dessinées. C'est ça qui est absolument exceptionnel et qu'on a du mal parfois à voir dans nos espaces. Alors, ce
ce bassin, bien sûr, n'a jamais été dans le crac des chevaliers, mais il a appartenu, et on le sait par son inscription, à un des grands sultans de la région de l'époque de Saladin. Et l'autre clin d'œil aussi, c'est qu'on a le nom de l'artiste qui est inscrit sur le bassin, et cet artiste est un artiste qui venait de Mossoul et qui travaillait là où il y avait les grandes commandes princières à l'époque. Donc nous sommes au milieu du XIIIe siècle, à Alep et à Damas. Si on regarde attentivement ces médaillons qui nous montrent des scènes de vie, on est plongé dans la vie d'un sultan au XIIIe siècle, quelque part entre Damas et Alep. On voit la chasse, il y a la chasse aux faucons, il y a la chasse aux cervidés, il y a la chasse aux félins. Donc c'est très imagé, c'est ce qu'on peut imaginer dans les scènes de cour et de chevalerie pour notre Moyen-Âge, mais je trouve que c'est intéressant aussi d'essayer de plonger le visiteur dans cette réalité et de ne pas voir ces œuvres d'art islamique comme des œuvres abstraites. Elles sont figurées et on y raconte des histoires. Et c'est un de nos travaux en ce moment au département, d'essayer de numériser le maximum d'archives, archives photographiques ou papier, qui nous permettront, quand nos collègues syriens pourront travailler, on pourra travailler tous ensemble, puisqu'on espère que internationalement nous pourrons travailler ensemble pour voir quelle est la meilleure solution. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reconstitue ou pas? Parce qu'une reconstitution peut parfois être très malheureuse. Ou est-ce qu'on propose d'autres types de restitution? Ou est-ce qu'on propose uniquement des visites virtuelles? Donc voilà, on se prépare au futur, on se prépare à de meilleurs moments pour essayer d'être optimiste et d'essayer de ne pas rester sur une lamentation, mais d'essayer d'aller vers le futur sur la protection du patrimoine dans l'ensemble du Proche-Orient. Donc nous en archéologie, ça fait très longtemps que nous, depuis que la technique existe, nous travaillons avec la 3D parce qu'évidemment c'est un peu un rêve d'archéologue d'essayer de restituer ce que l'on trouve souvent à l'état de ruines et ruines très très plates. Donc effectivement on rêve de remonter les murs mais numériquement et en 3D, ce qui à mon avis pour l'instant est quand même la meilleure solution. Iconem, avec lesquels nous travaillons depuis 3-4 ans. Cette société privée, qui est une start-up créée par un architecte en particulier, Yves Bellman, a eu la possibilité de filmer par des drones les sites archéologiques importants. Donc il a filmé, Yves, le site de Khorsaban, alors que c'était un endroit qui était occupé par les djihadistes, donc ce qui nous donne un état de la situation. C'est là où on voit des trous de pillage assez importants, donc voilà, on se rend compte aussi que les sites archéologiques sont pillés. Et Yves a également, cet été à Palmyre, donc il a eu la possibilité de voir la totalité du site et à la suite de son travail, il a également proposé des restitutions virtuelles, restitutions 3D d'un certain nombre de lieux. Donc vous imaginez bien qu'avec l'actualité, puisque nous savons depuis dimanche que les djihadistes sont rentrés à nouveau dans Palmyre, on se rend compte combien ces images qui ont été prises cet été sont importantes. Il y a un trafic des antiquités qui évidemment naît de ces conflits absolument dramatiques. Et à partir du moment où vous voyez un objet, certes ça peut être un très bel objet, mais si on ne le trouve pas dans son contexte naturel, on ne peut plus restituer l'histoire. Donc le fait que ça soit pillé est quelque chose pour nous de gravissime, puisqu'on ne pourra jamais plus reconstituer l'histoire de ces sites. Donc c'est ça qui est grave en ce moment, cette manière de ponctionner tous ces sites de leur richesse et de leur histoire.
Il y a eu à la veille de la guerre civile une énorme collaboration entre le Louvre et la Syrie sur la question des musées plus particulièrement, et le Louvre était sur le point de collaborer à la demande à l'époque de l'État syrien à une refonte complète de ces musées en région et à Damas. Bon, voilà, après, il est clair que depuis la guerre, il n'y a plus aucune possibilité et nous ne cherchons pas à en avoir, puisque notre préoccupation, je dirais, c'est avant tout de nous préoccuper de nos collègues et d'essayer, pour ceux d'entre eux qui ont décidé de quitter pour l'instant la Syrie, de collaborer avec eux. Le musée a depuis sa naissance, en 1793, a toujours été là pour sauvegarder le patrimoine. Je vous rappelle que la création du Louvre, c'est au moment de la Révolution. Donc c'est au Louvre où on a mis tous les objets qui risquaient d'être pillés ou détruits. Donc on a vraiment une vocation de sauvegarde du patrimoine. Nous faisons et nous accélérons un énorme travail de collecte d'archives. Alors quand on dit archives, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire pour nous, art de l'islam, en se disant qu'après la guerre se posera la question du devenir de cette ville historique d'Alep. Ça va être la grande question. Que faire d'Alep? Raser, reconstruire, restaurer? Eh bien, pour prendre ces décisions, il faut avant tout avoir une connaissance précise de ce patrimoine, de l'évolution progressive des quartiers, des monuments, et c'est avec cette documentation rassemblée, organisée, analysée, que l'on pourra être force de proposition ou d'expertise pour les décideurs qui auront à s'occuper du destin de cette ville et de son urbanisme. Je trouve très intéressant dans un musée, nos recherches, on les fait pour les diffuser au grand public qui ne connaît pas telle ou telle civilisation. Donc c'est notre vocation au Louvre, ce n'est pas faire de la recherche uniquement en tant que chercheur, mais aussi de le diffuser, notre savoir, auprès des publics qui ne connaissent pas forcément ces domaines. Ce que j'ai fortement ressenti, je dois dire, dans cette mission de la semaine dernière, c'est que à la fois ils sont fiers de voir que le Louvre daigne, je dirais, aller jusqu'à Erbil pour les accompagner dans leur organisation, dans leur réflexion et dans leur capacité de réaction face à ce diagnostic qu'il va falloir faire avant de prendre des décisions. Et je dois dire aussi que ces gens qui ne voient pas forcément avec sérénité leur avenir, puisqu'on n'est pas au bout de l'histoire conflictuelle de cette région, à mon avis, eh bien je pense que c'est aussi d'une autre manière du soutien humain, et je pense que c'est des aspects qui, en temps de guerre, dans nos métiers, sont aussi très importants. Au moment d'une guerre comme ce qui se passe en Syrie ou en Irak, il est important de montrer que le patrimoine n'est pas uniquement un patrimoine construit, qu'il est aussi un patrimoine humain. Détruire le patrimoine, c'est détruire souvent une deuxième fois, je dirais, des populations ravagées par la guerre et du coup aussi ravagées par leur perte de repères culturels qui fait partie de leurs souvenirs communs. Donc le patrimoine, il est multiple, il est à côté de chacun, tous les jours, autour de soi. Le patrimoine est précieux, quel qu'il soit. Je pense qu'aujourd'hui, pour le visiteur qui a envie de venir dans nos musées, il est parfois compliqué de comprendre ces civilisations simplement en regardant les objets dans les vitrines, et que ces nouvelles technologies
sont aussi pour moi des pistes intéressantes à explorer dans le futur. D'abord, moi je suis reconnaissante à la Réunion des musées nationaux d'avoir effectivement fait mécéner cette exposition pour qu'elle puisse être gratuite. Je pense que c'est une chose importante de donner cet accès maximum à cette exposition qui malheureusement ne dure que 3 semaines, mais ça c'est parce qu'on a voulu tous très fortement avoir cet événement et que les calendriers de ces lieux sont quand même très chargés. Donc c'est le miracle d'avoir trouvé ces 3 semaines. Et quand je vous disais à un moment donné que c'est pour moi une expérience de nouvelles formes d'exposition, c'est que j'espère aussi que le caractère résolument émotionnel qu'on essaye aussi de donner à cet espace amènera peut-être un autre type de public et notamment ce public parfois très réticent à venir dans les musées qui est le public des adolescents. Voilà, parce que c'est simplement aussi un univers dans lequel on se sent bien. Il y a de la musique, il y a une forme finalement de poésie et de sérénité. Donc voilà, c'est un autre moment d'émotion à côté de la grande patinoire pendant la fin d'année. Merci à vous. Je vous en prie.